Bonsoir, courageux qui sont venus ce soir, malgré l'affiche du football. Trois préliminaires. Un, merci de m'avoir invité avec de prestigieux personnages comme Abdelrahman Moussaoui, qui est comme un des plus grands anthropologues actuellement, et avec notre ami Salah Ghemrich, qui est un journaliste tout aussi connu, etc. Et dont le courage par rapport à la question palestinienne, enfin je l'ai vu tout à l'heure, j'ai vu comment j'étais ému de le voir. Et donc, j'étais honoré d'avoir été choisi avec des gens aussi prestigieux, alors que je n'ai pas du tout leur CV ni leurs compétences. Je suis qu'un juriste par effraction, hein. Moi j'ai fait du droit, mais en fait j'aurais dû faire Sciences Po. Deuxième chose, je voulais juste signaler, je viens de le dire Miloud, mais les éditions Katifa vont bientôt sortir un livre très intéressant sur l'UNEA, sur le syndicat des étudiants algériens, qui a été un peu à l'avant-garde des combats politiques dans les années 70, etc. Et donc il y a un bouquin qui est très intéressant avec des témoignages surprenants et avec surtout une préface de Bahiou, l'ancien doyen de la fac de droit, qui a fait une préface absolument lumineuse. Et puis il y a aussi le bouquin d'un économiste que Charlie connaît bien, hein, Boukela, qui était notre collègue à la fac, qui a fait un excellent bouquin sur des questions agricoles en Algérie et qui vraiment soulève des lièvres, etc. et qui pose des questions très intéressantes. Donc l'édition Katifa, faites-y attention parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Il y a plein de gens qui commencent à solliciter la publication chez Katifa parce qu'effectivement, ils sont sérieuses, qui veulent effectivement ouvrir des débats, des livres qui ne sont pas acceptés ailleurs et qui seront acceptés ici. Troisième chose, je voulais d'abord vous dire d'où je parle. Pourquoi est-ce qu'on a choisi le sujet des Harraga et des migrations générales. Alors, j'ai été, depuis que je suis en France, président de l'association de solidarité avec les travailleurs migrants, l'ASTM, pendant 10 ans, où j'étais même salarié à un moment donné, mais j'étais surtout président. C'est le réseau de la FASTI, les fédérations qui sont importantes dans plusieurs villes de France. J'ai été aussi président fondateur de ce qu'on appelle à Montpellier le RAI, Réseau d'accueil et d'intégration dans l'Hérault, qui est une association qu'on a montée dans les début des années 2000 pour la question des mineurs étrangers sans référent familial, enfin les fameux mineurs étrangers qui sont là. C'est dans les années 2000, on va en parler après. Et je suis actuellement président d'une association qui s'appelle le SOMIS, Service d'orientation et médiation intersociale. Donc, je suis depuis longtemps un peu immergé dans ces questions. Et donc, on a eu souvent dans les associations dans lesquelles j'ai milité, des questions par rapport à l'immigration. Alors, dès le début, quand les jeunes mineurs migrants ont commencé à arriver à Marseille et à Montpellier, parce que nous avons le port de Sète, qui est à côté, par lequel, effectivement, arrivent beaucoup de ces jeunes Marocains qui arrivent de Casablanca ou du port de Tanger, et qui arrivent sur Sète. Et puis, à Marseille aussi, beaucoup d'Algériens qui arrivent aussi de Skikda, d'Alger, de Annaba, de partout, quoi. Et donc, dès le début, on a été un peu confrontés à cette question. D'autant qu'on était aussi investi dans la question de la défense des étrangers de façon générale, des immigrés de façon générale. Mais la question des mineurs nous a particulièrement perturbés. Pourquoi ? Parce que rapidement, à Marseille et à Montpellier, contrairement à Paris par exemple, on a développé l'idée qu'il fallait tout faire pour que ces jeunes mineurs étrangers, isolés donc en France, puissent reprendre contact avec leur famille, avec leur pays, avec leur milieu social. Et donc, nous, le projet qu'on avait monté, c'était effectivement de tout faire pour que ces jeunes puissent, avec l'aide d'associations marocaines et algériennes qui s'occupent de l'enfance à Casablanca, à Nador, à Alger, à Oran, de faire prendre contact à ces jeunes avec ces associations-là, et donc leur faciliter leur retour. Puisque nous, le principe est que ces jeunes, ce sont des compétences qu'on perd. C'est des futurs menuisiers, c'est des futurs mécaniciens, c'est des futurs... D'ailleurs, on va parler toute la soirée, c'est nous, tout ce qu'on perd, ce sont les compétences qui viennent ici s'échouer en Europe, alors qu'ici, il n'y a pas du tout
il n'y a pas le cadre pour ça. Et donc rapidement, on a été confronté à cette idée que il fallait prendre des contacts avec les associations marocaines, algériennes, etc., qu'il fallait prendre ces jeunes en charge et tout faire pour... déjà le fait de laisser un jeune parler au téléphone avec ses parents pendant 1 heure, c'est déjà un effort important. Mais pour monter ce type d'opération, bien sûr, rapidement on a été confronté à la question des finances. Finances, le conseil général des conseils, l'ancien conseil général, maintenant conseil départemental, ne pouvait que assurer l'hébergement parce qu'il était obligé par rapport à ces mineurs, mais plus que cela, rien. C'est-à-dire que s'engager plus que l'hébergement, les conseils départementaux ne pouvaient pas faire autrement que ce qu'ils faisaient dans les foyers de l'enfance. Et donc rapidement, on a fait des simulations et on a réussi 2 ou 3 opérations de retour de jeunes Marocains et d'un jeune Algérien d'Oran, de Ain Mouchen d'ailleurs, qui sont rentrés chez eux grâce à des associations algériennes et marocaines qui étaient notre partenaire et qui l'ont réaccueilli après une formation. Ils ont fait une formation à Montpellier, donc 2 en mécanique et 1 en menuiserie, et qui sont rentrés donc chez eux. Et pour nous, c'est une réussite énorme. Et donc c'est ça le principe, le but de l'association qu'on avait montée, c'était effectivement de faire tout ça. Sauf que les consulats algériens et marocains que nous avons consultés, que nous avons contactés, vous imaginez la réponse, hein, ils sont complètement à côté de la plaque. Ils nous disent non, pas du tout. Nous, on ne sait pas pourquoi ils sont venus d'ailleurs. Nous, ils auraient dû rester dans le pays. Nous, on ne peut rien faire de plus que de... Voilà. Donc les consulats, bien sûr, algériens et marocains, ils se lavent les mains, ils disent que ce n'est pas du tout leur affaire. Alors on leur rappelle qu'il s'agit comme d'enfants mineurs, ils avaient 13 ans, 14 ans, 15 ans, et que donc que l'Algérie ayant signé, ratifié même la Convention internationale des droits de l'enfant de 89, donc l'article 3 parle l'intérêt supérieur de l'enfant, et l'article 6 de son développement. On parle même du droit à l'éducation, article 28. Donc la convention existante, donc ces 2 pays sont engagés à prendre en charge ces enfants, et donc à tout faire pour que ces enfants puissent revenir dans leur milieu naturel, et donc repartir sur des bases différentes. Bien sûr, nous avons documenté ces 2 réussites, enfin les 3 réussites qu'on avait faites, la moitié, un des projets au Maroc n'avait pas réussi, enfin le type, le jeune c'est de nouveau fugué. Mais enfin, l'idée est là, est que si des associations coopèrent entre celles qui sont là et celles qui sont au pays, qui sont de l'enfance, on peut très bien imaginer un dispositif nouveau, innovant, qui permettrait à ces jeunes de ne pas rester ici livrés aux drogues, etc., à la délinquance permanente, etc. Donc on a été effectivement sidéré par l'indifférence des autorités algériennes et marocaines, mais aussi par les autorités françaises qui disent que la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'est effectivement héberger ces jeunes, et on sait dans quelles conditions c'est souvent très mal fait. Rapidement est venue la question de savoir si on ne pouvait pas aller frapper à la porte européenne. Et donc on a eu beaucoup de réunions, des colloques à Bruxelles. J'étais à l'époque à la STM, et donc on est monté à Bruxelles avec des projets ficelés, etc. On a documenté les retours des 2 jeunes, etc. Et puis on a dit que c'était, on va au suicide, on va vers un désastre. Si ces jeunes pensent que c'est l'Eldorado et qu'ils peuvent effectivement venir impunément rester ici, et puis voilà. On a été écouté par un député européen, gentil, il a pris des notes, etc. Il dit, très bien, je ferai part effectivement au Parlement. On a été écouté par un technicien du Parlement européen, de la Commission européenne, qui est venu. Madame Dati, à l'époque, elle s'occupait des enfants, à l'époque, je ne sais pas où, elle était région parisienne, elle s'occupait des enfants, et donc elle est venue, Madame Dati est venue, elle a noté des choses comme ça. Mais rien, on a senti qu'effectivement, rien ne se faisait, puisque à chaque fois, c'est les considérations électorales et politiques qui reviennent en avance. Imaginez qu'on dise que voilà, nous avons dépensé de l'argent pour faire revenir les gens chez eux. Enfin, ça aurait été un véritable un cauchemar. Alors, le drame, c'est que au Maroc et en Algérie, 2 associations ont été interpellées, menacées, poursuivies. Pourquoi ? Parce qu'elles avaient réussi à obtenir un financement dans ces projets-là, au PNUD et à la Commission européenne et à l'Union européenne. On allait leur financer effectivement 2 projets, un dans l'agriculture et un dans l'artisanat. Et ces associations au Maroc, la Meknes et une à Alger, ont été sérieusement poursuivies par les autorités. Mais comment vous avez fait qui est derrière vous? C'est quoi cet argent? Vous ne nous avez pas avertis, etc. Donc ça, c'est encore un élément qui a découragé pas mal d'acteurs qui étaient pourtant prêts à intervenir.
À la même période, on avait appris que dans les Pays-Bas, une communauté locale, enfin une collectivité locale, avait imaginé un truc assez innovant, qui consistait à refaire partir vers le Maroc, parce que c'était des Marocains, des personnes qui étaient installées aux Pays-Bas dans un chômage de longue durée, des gens qui avaient 50 ans, en gros entre 40 et 50 ans, qui étaient dans un chômage permanent, qui touchaient un filet social, un peu l'équivalent de l'ASS ou du RSA, donc environ 500 euros. Et ils ont imaginé qu'au lieu de garder ces gens dans l'oisiveté, loin de leur famille, sans qu'ils soient utiles ni aux Pays-Bas ni dans leur pays, ils ont imaginé qu'on pouvait peut-être demander aux bailleurs locaux, donc le conseil départemental qui correspond aux Pays-Bas, de payer 5 ans, 3 ans d'équivalent du RSA, sur la base d'un projet qui serait encadré par deux associations. Une association de départ, donc en France, en Belgique, et une association le site d'arrivée, donc au Maroc par exemple, qui se chargerait d'encadrer le projet, la mise en œuvre du projet commercial, artisanal, agricole, etc. L'idée que faire revenir ces gens qui étaient dans un chômage permanent, durable, dans l'oisiveté totale, qui était inutile, et qui pouvaient brusquement devenir utiles pour les jeunes, leur famille par exemple, en offrant des emplois. Et donc c'était la meilleure idée, effectivement, de tarir à la source le flux d'immigration qui venait des pays, des régions rurales du Maroc. Alors, ça a été effectivement applaudi par certaines administrations, par certains hommes politiques à la veille des élections, mais dès que les élections arrivaient, les gens disaient non, on n'est pas au courant, on ne savait pas, non, on n'a pas eu la documentation, on n'a pas eu les... Alors que les gens qui avaient monté ce projet avaient documenté leur projet, avaient effectivement fait les calculs qu'il fallait, etc. Pour que, eh bien, tout ça était complètement abandonné. Donc, alors je peux vous citer aussi un projet en Belgique aussi, il y a un projet aussi en Allemagne. Il y a plein de projets qui ont été montés par des associations, comme les nôtres, qui ont imaginé comment faire revenir des compétences, c'est ça l'idée principale, c'est comment faire revenir des compétences qui ici ne sont pas du tout utilisées vers leur pays d'origine. En gros, c'est ça. Ce sont des gens qui sont chauffeurs poids lourds, qui sont ajusteurs, qui ont des métiers qui peuvent très bien correspondre aux besoins économiques dans les pays d'où ils viennent. Ça peut être aussi des Africains, aussi des Maliens, ça peut être aussi des Sénégalais. Eh bien, la réponse a été effectivement que il n'était pas question que politiquement on puisse soutenir l'idée qu'un conseil départemental avance 5 ans d'avance de RSA à quelqu'un qui partirait se balader à Meknès ou à Marrakech. Alors que ce n'est pas ça du tout. Le projet était ficelé, il y avait un engagement, etc., dans lequel s'engageaient des associations aussi bien marocaines ou françaises ou hollandaises. Donc il y avait vraiment un projet qui était bien ficelé, mais politiquement, à chaque fois, la décision n'existe pas. À chaque fois, on ne va pas plus loin que... Et donc, la question est donc, est-ce que l'Europe est capable ou pas de changer sérieusement les choses par rapport à ce phénomène de présence, de surprésence de personnes qui sont des compétences pour nous, pour les Maliens, pour les Algériens, pour les Marocains, les Sénégalais, mais qui ne sont pas du tout utilisés chez eux et qui sont là aujourd'hui dans des dispositifs publics d'assistance qui sont absolument nuisibles et néfastes. Bon, je vais aller plus loin parce que je ne vais pas aller non plus... Alors bien sûr, rapidement, vous avez eu des réponses. Par exemple, à Bruxelles, on a eu quelqu'un qui est venu défendre l'idée du grand remplacement de René Camus, maintenant de Éric Zemmour, etc. Il nous a dit, mais attendez, vous êtes en train de nous faire croire aujourd'hui, l'idée est qu'aujourd'hui il y a un grand remplacement, il faut absolument au contraire vider les gens, manu militari, etc., sans aucun projet, sans dispositif, etc. etc. Donc l'idée effectivement est que la réaction est très hostile dans beaucoup de pays européens où ce type de projet est mis en avant. Alors, aujourd'hui, nous sommes face au drame que nous avons tous vu en direct à Ceuta. Vous avez vu ces gens qui plongeaient, etc., qui essayaient de traverser la frontière maritime entre le Maroc et l'Espagne. Vous avez vu les cas d'esclavagisme à Sirte, en Libye. Vous avez vu des traces de torture des Guinéens qui sont arrivés en Sicile. Enfin, on voit des choses absolument atroces. Tous ces gens qui traversent en prenant des risques absolument
Et la réaction, effectivement, c'est l'hostilité généralisée. Ah, je ne comprends pas ces gens qui viennent comme ça. Il y a bien sûr la solidarité. Vous avez vu comment cet Espagnol qui a serré dans ses bras un Sénégalais, elle s'est pris alors, la pauvre, elle s'est pris plein la gueule, elle s'est pris réaction dans des journaux modérés, hein, pas dans des journaux d'extrême droite, dans des forums de journaux modérés en Espagne, elle s'est pris, alors qu'elle n'a fait que donner de l'affection à ce type qui avait failli se noyer. Alors, bien sûr, ces gens ne viennent pas pour rien. On le sait en Europe que ces gens ne prennent pas des risques pour rien. Ils viennent parce que d'abord, leurs États n'arrivent pas à satisfaire les besoins élémentaires. Hein, il n'y a pas d'emploi, on ne répond pas du tout aux besoins élémentaires de ces gens. Il n'y a pas de formation, etc. Il y a des pays qui sont sous-administrés. Hein, je pense à l'Afrique particulièrement. Et donc, les gens ne viennent pas pour rien. Ils ne prennent pas les risques de quitter la Guinée-Conakry, remonter jusqu'en Libye, en prenant des risques absolument inimaginables. Pour rien. Ils viennent parce qu'effectivement, ils sont face à des régimes corrompus, ça tout le monde le sait, répressifs, hein, dictatoriaux souvent, hein, des régimes qui sont là depuis Paul Biya et depuis au Cameroun depuis, je ne sais pas, 79, non, 78, enfin je ne sais pas, il y a plus de 30 ans qu'il est... Et donc ce sont des gens qui viennent parce que leurs pays ne sont pas gouvernés. Hein. C'est effectivement des conflits claniques, des conflits parfois ethniques, etc. Et avec des régimes extrêmement corrompus. Mais ce sont des choses que les Européens connaissent bien. Ce ne sont pas des choses qui sont ignorées des Européens. Les Européens connaissent tous le degré de corruption de ces régimes-là, puisque souvent leurs comptes sont des banques européennes. Et donc on sait très bien qu'ils ne viennent pas comme ça pour le plaisir de venir. Le constat est donc que l'Europe aujourd'hui est adossée sur son flanc sud à des poches de pauvreté, à des ceintures de pauvreté, des pays qui n'arrivent pas effectivement à assurer pour leur population le développement nécessaire, les emplois, la santé, etc. etc. Donc aujourd'hui, il y a... donc l'idée qui circule partout, c'est effectivement de se suffire de la maxime de Rocard qui disait « l'Europe ne peut pas accueillir ». Vous la connaissez par cœur, hein, toute la misère du monde. Tout le monde connaît cette... Et donc à chaque fois, les journalistes nous sortent ça. Effectivement, quand on est parti à Rome il y a 3 ans, on nous avait sorti ça. Hein, l'équipe des parlementaires italiens avait dit « mais attendez, mais l'Europe ne peut pas accueillir... » effectivement. Voilà. Donc on la connaissait par cœur, cette chanson. Et aujourd'hui, on se dit qu'il y a peut-être des choses qui ne vont pas dans cette maxime. Et donc tous les chroniqueurs, télévision italienne, allemande, française, qui nous répètent ça, eh bien, devrait réfléchir à 3 exemples. Alors, le premier, c'est l'exemple du sauvetage de la Grèce, du Portugal et de l'Espagne dans les années 70. On pourrait même ajouter l'Irlande, qui est un pays pauvre par rapport à l'Angleterre. Dans ces années-là, l'Espagne, le Portugal et la Grèce sont des pays au niveau de développement qui correspondait un peu à celui des pays du Maghreb. Hein. En gros, ce n'était pas non plus des pays qui avaient un niveau de développement très moyen. Et qui avaient la particularité d'avoir 3 dictatures, hein, les colonels grecs, Salazar au Portugal et Franco en Espagne. Eh bien, très rapidement, quand l'Europe des 6 à l'époque décide de ne pas supporter qu'il y ait ce boulet dans l'espace économique européen, décide donc de tout faire pour que ces 3 pays soient arrimés, donc soient rattachés au mécanisme de développement économique de l'Europe. Et donc, comme par hasard, en quelques années, vous avez vu que les dictatures de Salazar, de Franco, etc., disparaissent, et rapidement, donc, de gros investissements sont faits, les banques européennes sont là, sont au rendez-vous, et jamais les plans de développement et d'assistance à ces pays-là n'ont faibli. Même en 2012, on parlait encore d'un plan pour l'Espagne de 100 milliards de dollars, par le biais du Fonds européen de stabilité financière. En 2011, le Portugal aussi avait eu droit à 78 milliards d'euros. Et donc, vous avez vu aussi l'exemple de la Grèce. La Grèce qui a reçu 380 milliards d'euros, puisque c'est un peu le même principe. Le principe est que l'Europe, quand elle veut, quand politiquement elle le décide, quand économiquement elle le peut, puisque dans ces 3 pays, on a réussi effectivement de faire de ces 3 pays qui étaient très pauvres, qui avaient des économies complètement arriérées, de devenir des pays
qui sont d'ailleurs qui sont devenus des pays d'immigration alors qu'ils étaient des pays d'émigration. Hein, puisque avant, c'est eux qui envoyaient les gens à l'extérieur, maintenant, c'est eux qui reçoivent de la main-d'œuvre d'ailleurs. Alors, bien sûr que ces sommes versées par l'Europe ont d'autres significations économiques. Hein. Moi, je ne suis pas économiste, Charlie nous en parlera s'il veut. Mais l'idée, le principe est de dire simplement, d'illustrer simplement l'idée que quand on veut sauver une région, hein, une aire géographique qui est sous-développée, on peut le faire. Quand on a la volonté politique, quand on a les de l'Ouest, est en face d'une vaste zone géographique complètement qui décale par rapport à la croissance avancée des pays de l'Est, des pays de l'Ouest. Et donc là aussi, la question se pose rapidement de voir comment est-ce que l'Europe va laisser ou au contraire tout faire pour que cette zone de l'Europe soit elle aussi arrimée, rattachée au processus, au mécanisme de développement de ces pays-là. Puisque effectivement tous ces pays, donc la Bulgarie, la République tchèque, la Pologne, tout ça, risquaient de peser très lourdement sur la croissance économique de l'Europe en général. Et donc rapidement, on réfléchit, et puis dès juillet 89, donc bien avant la chute du mur de Berlin, c'était en novembre 89, donc 6 mois avant, 4 mois avant, le G7 se réunit à Paris, et déjà on crée un dispositif, un programme d'assistance. À l'époque, c'était pour la Pologne et pour la Hongrie seulement, puis après on l'a élargi aux autres pays, de l'Est, avec l'idée donc d'aider à l'assistance et à la restructuration économique de ces pays. Et en 91, les sous arrivent, donc on crée la BERD, la fameuse Banque européenne pour la reconstruction et le développement, qui effectivement a été le bailleur financier de cet immense plan Marshall, quoi, plan Marshall pour que tous ces pays puissent avoir une croissance économique et donc avoir un label de croissance qui ressemblerait un peu à ceux des pays de... Donc, en moins de 10 ans, on a bien vu que l'investissement politique et économique financier de l'Europe a réussi à transformer une zone qui était affaiblie économiquement en une zone économiquement viable et même en pleine croissance. Excusez-moi. En pleine croissance. Il y aurait une formule de Helmut Kohl, je rappelle, il disait à un moment donné, le capital doit aller vers les hommes pour éviter que les hommes n'aillent vers le capital. Donc vous avez très bien compris qu'il fallait absolument créer des emplois dans les pays effectivement en question, donc en Pologne, en Hongrie, en Bulgarie, en République tchèque, etc., pour éviter le fameux syndrome du plombier polonais. C'est ça. Et donc du coup, voilà deux exemples qui montrent effectivement que tous les arguments de M. Zemmour, etc., et d'autres économistes brillants d'ailleurs, français ou belges, ou hollandais, disant que non, on ne peut rien faire pour les autres pays, c'est pas possible, non, on ne peut rien faire, etc. Voilà deux exemples, donc le Portugal, l'Espagne et la Grèce. J'aurais pu ajouter l'Irlande, qui a bénéficié de la même chose. L'Irlande aussi est un pays plus ou moins retardé économiquement et qui, aujourd'hui, au contraire, est devenu un pays au label économique correspondant à celui des autres pays européens. Alors, est-ce que c'est nouveau? Non, c'est pas nouveau du tout. Alors, le Japon. Le Japon, au début des années 60, se rend compte qu'il est une puissance technologique, puissance financière et une puissance économique. Bien. Le problème est qu'il est entouré par des ceintures de pauvreté. Il est entouré à ce moment-là par la Chine, la Corée, la Thaïlande, les Philippines, etc., etc. Autant de pays qui étaient effectivement faibles économiquement et qui... les Japonais vont faire, grâce à ce qu'ils appellent un organisme, je parle de son nom, qui réfléchit rapidement, des économistes qui disent il faut investir massivement dans ces pays-là, des millions et des milliards de dollars, investis dans ces pays-là, donc la Corée du Sud, la Chine, oui. Résultat, c'est que tous ces pays deviennent des débiteurs du Japon. Tous ces pays vont
consommer la technologie japonaise. Très bon calcul des Japonais, puisqu'effectivement, ils créent en même temps un véritable marché pour leurs produits dans toute cette zone de l'Asie du Sud-Est. Mais l'autre résultat, c'est qu'effectivement, ces pays dans lesquels le Japon a réussi à créer des emplois ne seront jamais une pression migratoire sur le Japon. Il n'y a pas besoin d'aller au Japon puisque les emplois sont créés dans ces pays-là. C'est ce que disait Helmut Kohl. Il ne faut pas que... tous ces pays-là ont bénéficié du soutien japonais, mais même si le soutien japonais était intéressé, effectivement, ils n'ont jamais eu de pression migratoire. Alors, on vient d'apprendre depuis 6 mois que le Japon vient de commencer à faire venir des travailleurs migrés étrangers au Japon. C'est la première fois depuis... on n'a jamais eu, cette fois-ci, des accords ont été signés avec certains pays pour que le Japon puisse accueillir des travailleurs étrangers. Mais enfin, pendant des années, le Japon n'a pas du tout eu à souffrir des flux migratoires, comme aujourd'hui, l'Europe est en train d'en souffrir. Donc comment, à partir de ces 3 exemples historiques, du Japon, qui est très loin de l'Europe, celui des 3 pays européens, et puis celui du bloc de l'Est, on puisse encore tenir l'idée, affirmer que l'Europe, qui est riche, ne peut absolument rien faire pour faire rattraper le retard aux autres pays qui sont dans son versant sud. Alors, tout ce qui a été fait par l'Europe, aussi bien en Espagne et au Portugal et en Espagne et dans les pays de l'Est, a été effectivement de ramener ces pays vers des critères de vie démocratique plus ou moins acceptables. C'est-à-dire qu'on a quand même débarrassé ces pays de leur dictature en Espagne, au Portugal et en Grèce, et dans les pays ex-communistes, on a effectivement introduit une vie démocratique, même si, bon, ça n'a pas des résultats absolument catastrophiques comme en Hongrie, mais enfin, il y a une vie démocratique, etc., il y a un respect relatif des droits de l'homme. Et donc, on se dit, mais pourquoi est-ce que l'Europe ne pourrait pas, effectivement, imaginer que l'on puisse avoir une politique, une dynamique, un mécanisme puissant, des dispositifs puissants, comme exactement ceux qui avaient été déployés dans ces pays-là. Alors, on a pu réveiller des pays qui étaient dépressifs, des pays qui étaient fatigués. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ne pourrait pas le faire dans les pays du Maghreb? Alors, ne pas oublier que tout ce que l'on dit aussi est à double tranchant. C'est-à-dire que l'Europe gagnerait un marché important, le Maghreb étant le pont avancé de l'Afrique. Donc il y a aussi l'intérêt de l'Europe qui est dans cette histoire de... Et donc est-ce qu'aujourd'hui il y a une dynamique pour ça? Alors il y a des débats aujourd'hui en Europe, vous avez les éditorialistes allemands, français, belges, italiens n'arrêtent pas de faire on commence à dire effectivement qu'il faut peut-être penser sérieusement à cette histoire et que donc ça devient de plus en plus prégnant, de plus en plus quotidien. Vous avez vu les scènes qu'on voit sur les plages italiennes ou les plages espagnoles, etc. Ça devient un peu... Et donc beaucoup de journalistes, beaucoup d'universitaires, beaucoup de chercheurs commencent à poser ces questions un peu partout en disant que les pressions migratoires vont certainement s'amplifier, avec l'idée effectivement que si ces pressions continuent, eh bien les opinions publiques vont se radicaliser et donc on aura de plus en plus des Marine Le Pen, des Viktor Orban, etc. un peu partout en Europe parce qu'ils auront effectivement du grain à moudre, etc. Et puisque la question n'aura pas été réglée du tout et que rien politiquement ni économiquement n'a été décidé par les pays européens. Alors, bien sûr, les spectres de l'étranger musulman, multipliant par 1000, effectivement, les craintes qu'on relaie dans les opinions publiques européennes. Alors, il y a aujourd'hui des frémissements, on va dire, de réactions universitaires, de chercheurs, de penseurs, de journalistes qui commencent effectivement à dire il faut réfléchir sérieusement à la question. On ne va pas assister éternellement à ces pressions migratoires. Si ces gens-là viennent de cette façon-là, s'ils prennent des risques insensés comme ceux qu'ils prennent pour traverser la Libye et espérer arriver à Lampedusa, c'est qu'il y a des problèmes sérieux. D'autant que ce sont des pays africains qui sont souvent soutenus par l'Europe. C'est-à-dire que les opinions publiques, les éditorialistes disent
y a comme une contradiction entre le fait que ces gens viennent de pays où les dictatures fonctionnent à plein régime, mais que nous soutenons. C'est-à-dire que nous sommes amis avec beaucoup de pays, effectivement, avec lesquels nous devrions avoir absolument aucune relation, enfin, relation amicale. Et alors, j'ai vu dernièrement un bon exemple, parce qu'il a été répercuté partout dans la presse marocaine, algérienne et sénégalaise, c'est le rapport qu'a fait l'Institut Montaigne. L'Institut Montaigne, que vous connaissez tous, c'est très libéral, hein, c'est un think tank très libéral. On ne s'attendait pas du tout à ce que ça vienne de l'Institut Montaigne. Eh bien, ils ont rédigé un rapport, intitulé d'ailleurs « La stabilité du Maghreb, un impératif pour l'Europe ». Donc vous avez 116 pages de plusieurs chercheurs, avec un coordinateur, qui explique donc, aux décideurs, donc aux hommes politiques, aux députés, aux Européens, l'idée effectivement qu'il y a absolument urgence à reconsidérer la position de l'Europe par rapport à l'Afrique. Et donc, que cette question de l'immigration, des flux migratoires, ce n'est qu'un épiphénomène d'un phénomène plus général, qui est effectivement l'exploitation permanente des richesses de l'Afrique, et qui, effectivement, continue à faire venir ici le rapport dit, rapidement, je vous le dis rapidement, pourtant pour l'Europe, c'est un enjeu majeur. Compte tenu des implications humaines, économiques, politiques et sociales entre le sud de l'Europe et le nord de l'Afrique, le risque maghrébin est un risque européen. C'est un risque de long terme. Donc c'est la première fois qu'on a un think tank très influent, presque institutionnel, hein, parce qu'il y a beaucoup de ministres, beaucoup de conseillers d'État qui sont dedans, beaucoup de responsables importants, d'anciens magistrats, etc. Et que l'on dise des choses comme on ne les a jamais dites jusque-là, effectivement, c'est bien le signe que d'abord c'est un vrai problème et que donc l'Europe doit absolument reconsidérer sa responsabilité par rapport à cette question des migrants et que donc les opinions publiques européennes vont effectivement ne plus se suffire des réponses de Marine Le Pen et de Éric Zemmour et que donc il va falloir construire des dispositifs, des choses, dire politiquement de façon courageuse des choses qu'il faut absolument dire aux opinions publiques ici. Un exemple très flagrant, c'est la pêche au Sénégal. Alors, vous avez plein de Sénégalais qui vendent des bricoles à Tour Eiffel, ou même à Toulouse, ou même à Montpellier d'ailleurs, hein, ils vendent des ceintures, je ne sais pas quoi, etc. Très bien. Souvent, ce sont des gens qui étaient des pêcheurs au Sénégal, donc sur toute la côte du Sénégal, et qui sont venus, pourquoi ? Parce que le Sénégal a signé des contrats avec l'Union européenne, plusieurs contrats en 2014, en 2020, d'ailleurs, ils ont été renouvelés en 2020, la FACI d'ailleurs à Paris a dénoncé ce type. Ça permet, les accords permettent donc à des pays comme le Portugal, l'Espagne, l'Irlande, la France de venir avec des chalutiers immenses, géants, rafler tout ce qu'il y a dans les côtes sénégalaises. Du coup, les types ils partent avec des petites barques, ils ne font plus rien. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas continuer à crier ah, mais ils nous envahissent, ils viennent sur nos plages, etc. Alors que ce sont nos États qui ont obtenu de l'Union européenne qu'ils signent des accords pour que la pêche sénégalaise, que les pêcheurs sénégalais ne puissent plus rien et qu'ils soient obligés donc de venir vendre des bibelots à la Tour Eiffel. Alors, l'auteur du rapport dit que l'importance de l'Afrique et du Maghreb et de l'Afrique est largement méconnue dans les opinions publiques européennes. Et donc, lorsqu'il y a eu le plan de relance de l'Europe de 750 milliards d'euros, le dernier plan de relance qui a été lancé par Madame la présidente de la Commission européenne, certains ont commencé à dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas prévu, dans ce 750 milliards d'euros, quelque chose pour l'Afrique ? D'autant que le Covid est une circonstance aggravante et qu'on aurait pu effectivement penser, pendant cette période très particulière, aider ces pays qui, en plus, ont des difficultés par rapport à la santé. Alors, on peut aussi évoquer la gauche espagnole, alors à Podemos et ailleurs. On a beaucoup de choses qui sont faites actuellement dans la presse espagnole qui, effectivement, ils sont les premiers, les Espagnols et les Italiens sont les premiers à être concernés par ça. Et donc l'opinion publique espagnole et italienne est plus touchée, plus concernée par ces problèmes. Et donc de plus en plus, il y a des choses qui se font. On a été invité donc, l'an dernier
à Barcelone, à une conférence, effectivement, où les gens ont dit des choses qui n'avaient jamais été dites jusque-là. Jamais les gens ont dit non, mais il faut absolument notre richesse. Et on a surtout évoqué la question de la dette européenne par rapport à l'Afrique. D'abord, c'est posé par les Africains eux-mêmes. Les Africains eux-mêmes, il y a beaucoup d'Africains qui de plus en plus disent qu'il faut poser la question en termes de dette, dans le sens où, vous savez, un économiste sénégalais qui dit que l'Angleterre était un pays agricole, modeste, au XVIIIe siècle. Il est devenu ce qu'il est devenu, donc une puissance industrielle, parce qu'on a mobilisé pour lui un sous-continent. Le sous-continent d'hier a été mobilisé pour l'Inde, pour l'Angleterre, pour devenir ce qu'il est devenu. L'Afrique aussi a servi, mais le drame, disent les Africains, c'est que ça continue. Aujourd'hui, la pêche, on vient d'en parler au Sénégal, mais c'est aussi la question des matières premières au Congo, en République centrafricaine. Dans beaucoup de pays, effectivement, il y a des recherches, des exploitations de mines, de produits rares dans ces pays-là, qui continuent effectivement à faire en sorte que les gens fuient non plus souvent les bassins agricoles sont pollués à un tel point, là où on exploite des mines, par exemple, que les gens partent. Et effectivement, ils sont sur la trajectoire des flux migratoires. Alors, je finis juste pour vous dire simplement, puisqu'on est à Toulouse, que exactement comme les paysans du Larzac, qui disaient « Vous voulez un pays », c'est ça, ils disaient, non, comme ils disaient ? Voilà, nous voulons vivre au pays, voilà. Eh bien, nous pensons, nous les Africains, nous pensons que nous devons revendiquer l'idée que le paysan malien, le paysan algérien, l'éleveur tchadien, l'étudiant algérien ou tunisien, etc., ont tout à fait vocation à revendiquer l'idée qu'ils puissent vivre et travailler chez eux. Et donc l'idée, c'est qu'effectivement, exactement comme les paysans français l'avaient revendiqué pour eux, donc dans les paysans, comme les Italiens l'avaient réclamé aussi en Lombardie, eh bien, nous pensons qu'effectivement, il y a urgence de penser que tous ces gens ont le droit de réclamer, de vivre et de travailler chez eux. Et donc c'est l'idée c'est le travail que font les associations dont j'ai parlé tout à l'heure et qui continuent effectivement à écrire des choses, à essayer de se constituer un lobby pour la FASTI, par exemple, écrit beaucoup aux députés, écrit beaucoup aux députés européens, écrit beaucoup à des responsables de journaux importants en Europe pour essayer de sensibiliser et le rapport instrumental est un résultat, parce qu'en fait, M. Karoui, qui a été un ancien chef de cabinet de Raffarin, qui était un brillant énarque d'origine tunisienne, il avait été touché à Bruxelles par plusieurs associations. Et donc, le lobbying peut effectivement faire aboutir. Mais c'est la gravité des choses que l'on voit qui aussi justifie qu'une prise de conscience importante est en train de se faire en Europe, et aussi bien chez les hommes politiques que chez les chercheurs. Et donc, moi je pense, et beaucoup d'associations disent la même chose, c'est la question du développement de l'Afrique qui reste la clé de l'avenir. Où on développe l'Afrique, ou sinon il n'y a rien. Sinon, effectivement, on devra subir ces flux migratoires, etc. Et donc, c'est le combat que doivent mener les États européens contre les multinationales qui vont piller le Congo ou le Mozambique. C'est le combat que doivent mener effectivement ces États pour arrêter ce massacre des richesses de l'Afrique. Mais c'est surtout effectivement la condamnation des pouvoirs corrompus, d'arrêter effectivement de protéger l'argent volé par le président de la Guinée équatoriale ou l'argent algérien, puisqu'on y est là. Il y a des banques françaises comme qui sont visées actuellement par certains dépôts un peu louches. L'Espagne aussi, Et donc tous ces pays qui accueillent l'argent malhonnête de ces corrompus, c'est c'est l'Europe qui est derrière, c'est l'Europe qui peut demain changer de stratégie et de discours, et donc dire effectivement qu'on va effectivement développer l'Afrique pour éviter d'avoir à subir ces flux migratoires. Merci. Merci.